Grand merci à vous tous qui nous suivez et surtout, c'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes là en train de nous suivre et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Congo Live. Nous sommes très heureux de vous retrouver, malgré bien sûr la qualité de notre voix, mais nous sommes obligés d'être là pour vous servir. Pour ce nouveau numéro aujourd'hui, c'est de remarquer que Namatadi Kibala, à l'instant dont nous vous parlons là, il y a eu un accident, grave accident, qui a causé au moins 4 morts provisoirement. Il y a eu 4 morts et 10 blessés en ce net instant. Et les enquêtes sont en train de continuer. L'accident est dû à un véhicule. Eux, il y a la vitesse mingi. Et tant que comme ici, quand on vitesse, on est katani, chauffeur appelle le contrôle, à 4 timi, tout comme ici, c'est ce qui a fait que Koufi et Belé, on compte déjà plus de 4 morts et plus de 10 blessés. Donc, c'est dans le gouvernement. Ce n'est pas la première fois que Makambo est salima. Dernièrement, Makamba courant coûte ça maka place wana, kala matati kibala wana. Nous avons vu Basinakourezi et Katalaka, Motepeli et les mamans qui vendaient là-bas, ils étaient encore victimes. Il y a Babilokezo Salima. Même les chefs de l'État étaient descendus sur place. Alors, à ce qui est disposition, ils à la prise pour que Bagram Mabon ait maté. Mais malheureusement, population et même le gouvernement provincial et national sont incapables d'encadrer cette population-là. Il y a coupé sa ligne de conduite. Et c'est à chaque fois qu'on enregistre des cas d'accident, des cas de mort, alors pour ce qui est encore arrivé aujourd'hui, nous interpellons la population. Nous interpellons même la propriétaire à Bitouka. Nous interpellons aussi le gouvernement, le gouvernement provincial, ministère du transport et transport provincial, moi, Boka, Boba Miso, mais gouverneur, ministre national, il y a transport et voie de communication, moi, Boka, j'ai permis Bagombo. Des cas pareils, on peut l'éviter. On doit sécuriser la transaction aux populations régulièrement. Ce n'est pas chaque jour qu'on doit compter le nombre de morts. Toké dans l'Est, vous comptez le nombre de morts, vous arrivez à Kinshasa par l'irresponsabilité. Il y a Kamba par irresponsabilité. Il y a ministère et transport. Même il y a intérieur, puisqu'on n'a pas su sécuriser cette route-là, toujours comme on a un piège. Aujourd'hui, peut-être on sait que tozozela na biso azonga papa na biso azonga mais c'est bien que papa na bino azongi bembe yaya na bino aza na hôpital. Pourquoi? Puisque il y a eu cet accident que personne n'avait prévu. Je pense que le gouvernement doit prendre toutes les dispositions possibles pour que ce genre de choses n'arrivent plus. Tozosenga na chef de l'État Félix Tshisekedi, on doit construire toute une marché. Quand il faut qu'on construise sa population à Nakati, la route doit rester libre pour Namituka. Et le Congo depuis que le ministre Bob a mis son ministre de l'économie, continue la confusion. On a autorisé Mituka ou Aminene et circuler même la journée. C'est ce qui est à la base de l'embouteillage qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ces gens-là ne respectent pas le code de la route. Et voilà, l'embouteillage et zogi. Au moment où on a remarqué quand même la route était fluide. Gouvernement, ceux qui ont besoin de décision, après, prenez toujours le temps d'analyser. Il y a l'importance de l'Okobolimbosal. Et voilà que c'est grâce à un gros véhicule que la population a côté. Alors ça nous dérange. Nous présentons le condoléances à toutes les familles éprouvées. Alors, gouvernement est à disposition. Alors, au cours de cette émission, il sera aussi question de parler de la situation sécuritaire à l'Est. Là, nous vous signalons que l'armée rwandaise a commencé à quitter. Et au moment où ils étaient en train de quitter à Mabunga, nous avons constaté que les bandits ont tiré sur la population. C'est là pour que la population est filmée de par la bangote. On va en parler au cours de cette émission. Nous allons aussi parler de cette sortie médiatique de Martin Fayoulou par rapport à la formation du gouvernement. Qu'est-ce qui se passe réellement dans le Katanga? Est-ce que
maire ya Lubumbashi oyo azalaki suspendu Joyce Tunda azongi to akozonga te. La population monte au créneau. On en parle au cours de cette émission et nous allons chuter par cette vidéo l'échec cuisant de Paul Kagame qui pensait continuer à maltraiter la population de la partie Est, mais à Koyaki, dans le Doha, puisqu'aujourd'hui, dans la bouche de tout le monde, c'est Doha, Doha, Doha. Est-ce que Doha a inspiré une confiance? Est-ce que Doha a mis fin aux ambitions? Il y a Paul Kagame, il y a créé désolation au sein de la population et surtout dans la partie Est. Est-ce que Doha a mis fin au rêve? Il y a Paul Kagame, il y a qu'on soit partie Est, il y a Mokanabiso. Ma question est allée belé, est-ce que, et surtout, malgré accord à Doha, malgré accord aux États-Unis, ceux qui États-Unis à s'impliquer pour que paix et dans la partie Est, je vous dis, nous aurons toujours des guerres. Pourquoi nous aurons toujours des guerres? Puisque les Congolais, Bissomorona Congolais, tout l'ingambo canabisote, tout l'ingalakate. Et déjà, il y aura toujours des guerres, il y aura toujours des insatisfaits. Et maintenant, vous allez satisfait par rapport à la politique que vous allez mise en place. Ceux qui vont se retrouver dans la guerre. Alors, nous appelons plus les États-Unis, comment sécuriser cette partie-là de l'Est. Paul Kagame n'est pas un monsieur qu'il faut faire confiance, jamais. Joseph Kabila, Nanga, tout ce monde-là, Mututa Goko Sabango confiance, et surtout pas Yori Museveni. Et en outre, même ces Américains, on a la confiance à Bangote, puisque les Américains ont soutenu Paul Kagame pendant plus de 30 ans dans Makamba guerre et Salem. Je ne vois pas Paul Kagame lui-même, cet individu-là, Kozwaba arme, Kobanda Kobundisa, République démocratique du Congo, sans l'appui international. Non. Nous allons en parler au cours de cette émission. Alors, je l'ai annoncé au sommet de cette émission. Déjà, que l'armée rwandaise, telle que stipulée dans l'accord des États-Unis à Doha, voire même la résolution 2773, l'armée rwandaise commence déjà à se retirer. Il y a un territoire sur la partie est de la République démocratique du Congo. On nous signale même la station à Kinongo, dans le territoire de Nyaragongo, où la population a constaté départ il y a armée rwandaise au Bazali Kokima. Alors tant que na Mubunga, ils ont compris que la population est en train de filmer, d'observer comment est-ce que Babane Kokende va comment bête Massassi pour l'écolo pour que cette population puisse fuir. Ce qui prouve encore une fois pour toutes, une fois que les Rwandais n'étaient pas préparés à quitter la partie Est. Rwandais posa na bango ezaki batikala tozala départ na bango eza départ moko forcé, mais nous allons appeler notre l'État à la vigilance de ne pas céder na babloko wana mike wana ba étincelle. Nous devons savoir que aujourd'hui bon cannabis est en danger. Et vu que le pays est en danger, Moutoumou côté à Kotika, que bon, Rwandais bazo se retirer. Non, nous devons nous préparer toujours en conséquence par rapport à une guerre. Et cette guerre-là peut surgir à tout moment. Nga babilo kone bazo sepela, oh non, makamba est sili, makamba est sili boy. Moi je vous dis, oh eza pour bazo les mille sabatu basomnifère. Dossier est au bokoyo ka bou ezogi. Lobi bitumbe bunda mari. Hier, les Ouazalais de LM23, ils se sont battus. Est-ce que vous voyez bien? Les Ouazalais de LM23, Babunda qui lobby. Donc, c'est pour vous dire que ces gens-là, les M23, Bazotik a guerre. Et Paul Kagame a eu kakate na makamba bakor. Paul Kagame, c'est vous me faites la guerre, vous gagnez la guerre, c'est bon. Alors, si on pense que nous avons pas en avance, nous avons fait ceci. Paul Kagame, c'est un monsieur qui n'entend pas dans ma texte. Lui, c'est la guerre. J'aimerais que notre République ait coincé Paul Kagame jusqu'au bout. Ne pas seulement faire confiance à cet accord. Ne pas seulement dire, et si tu signes accord, tout comme on l'a là-bas pour nous. Faites attention. Là, moi, j'alerte. Faites beaucoup d'attention avec Paul Kagame. Et les histoires de dialogue. J'ai vu Martin Fayoulou à Sali sortie médiatique, où Martin Fayoulou fustige
dit que Ezala Bateau, ils sont faciles à corrompre, et il est facile à corrompre, il pourrait être nommé Premier ministre si et seulement si il y avait organisation d'un dialogue, et puis à l'issue, il y a un compromis et que ça, les Mapona, il est nommé Premier ministre. Je vais vous dire une chose. Le politicien congolais botika kokosa population. Bino ba politicien congolais botika kokosa population. Martin Fayulu a déjà négocié la primature. Pourquoi vous avez la sincérité devant les militaires à la Mouka, na batu misusu population, loba que non, et si tu solo li na mwana mboka Félix Tshisekedi, na dimi primature, puisque tu as la poste à Kobongisa mboka. Au moment où tu as déjà négocié. Là, c'est de 1. Et on connaît même les noms à bateau, ils ont déjà pour un ministre. Bah, Félix Senga, le loba comme le bapo ani. Puisqu'ils sont en train de vouloir postuler, bah, ça a nommé comme des ministres. Qui ne le sait pas? Martin Fayulu, ici, on négocie primature. Ordonnance coûte, il y a qu'on nommé au premier ministre Ezali. Et l'autre, tu as dit, date, la signature à Fachi Beton. On le sait. Mais quand tu cherches à dire, non, c'est déjà la force ici, c'est déjà la force ici pour salir mon image. Quelle image? Parce que ton image est déjà salie. Tu t'es dit président élu, mais après, quand tu signes encore, dans les gens qui sont en train aujourd'hui de faire la guerre à la République, ton image est déjà gâchée. Un Martin Fayulu. Le dialogue que vous voyez, c'est juste pour matérialiser ce que vous voulez. Donc, Lelo Oyo, j'annonce officiellement à la population, c'est Martin Fayulu qui est désigné comme Premier ministre. Adolphe Muzito est désigné parmi les vice-premiers ministres. Et Ayebi place Nina Kozala. Yango bomoni ke bakomi ko défendre Félix Tshisekedi sans faille. Bon, qui se presse à critiquer le gouvernement, te presse à critiquer le régime Tshisekedi. Pourquoi ils ne le font plus? Puisqu'ils savent que Bazan a kati. Alors, tant que sa population, non, nous on attend le dialogue. Le dialogue, en réalité, ça ne va rien donner. Les dialogues, en réalité, les akakapona kokomisa Martin Fayulu na arrêt o ya lingi. Déjà, le premier ministre, tout compte un dialogue à mascarade, tout solo likaka, mais en fait de compte, il y aura changement de la constitution. Félix Tshisekedi doit se présenter avec tous les autres candidats, que le meilleur gagne, et Martin Fayulu est premier ministre. Biso dessus te yebi population dessus te yebi mais yo Martin Fayulu ko sa biso non moi j'ai patati patata non arrêtons avec cette comédie. Cette population là ils ont souffert chaque jour bino bozo fa na ba fadel bozo ba bon moi on doit se former les opposants bazo kambongo ils vont vous dire preuve za wa mais te yebi ke bambongo ele kaka. Arrêtez d'embrouiller la population, mais c'est Martin Fayulu. Tu fais tes sorties médiatiques, c'était peut-être pour plaire, mais je vais vous dire la vérité. Fayulu avait déjà négocié la primature et Fayulu est déjà Premier ministre. Tout ce qu'il est en train de faire, la population, bon, a été à embrouiller la population pour que vérité est banatée. Mais nous, et si tu as mis vérité, Martin Fayulu est déjà dedans. Donc Martin Fayulu n'est plus dans l'opposition. Martin Fayulu est dedans, mais au moins, à Royal, le opposant, puisqu'il n'était pas même Félix Tshisekedi. Alors pour que Yango Eza Kitoko, Yango Bozo Kamakama dialogue Senko, nous voulons dialogue ECC, les évêques, il y a Senko, ou bien bateau ya ECC, baza na huile d'olive té, to bakoyete pour sanctifier un dialogue. Si les politiques prenaient une décision, ces gens-là vont exécuter. Baba sans douter, vos évêques là, et vos gens de l'ESCC. Puisque comme si le roi Bassan, tout le monde dialogue, format, Senko, ESCC, comme s'ils sont des super hommes. Non. Ils ont leurs faiblesses et leurs défauts. Arrêtons de compliquer la population. Non, non. Cette population-là, en ce instant où je vous parle, ils ont la pose, il y a Kimia. En cet instant où je vous parle, vous verrez que la population nabiso eza na besoin ezala na kimemingi. Il y a une situation, il y a immeuble moko oyo et bané ko salema. Immeuble oyo eza na ville, na gare centrale. Beaucoup de gens ont parlé que cet immeuble-là appartenait à Félix Tshisekedi.
Donc, disons, à la famille Tshisekedi, entre Roger Tshisekedi ou Nakamil. Mais aujourd'hui, c'est l'État congolais qui a acheté cet immeuble-là. Cette question-là, Batouni, étant dans les réseaux sociaux, Top Congo en a parlé. Même aujourd'hui, ma tête, journaliste. Et nous avons fait, il y a un petit reportage. Cet immeuble-là n'appartient pas à la famille Tshisekedi, ni non plus à Roger Tshisekedi. Bato Bazoluka va travailler na image, va salir image à Félix Tshisekedi et de la famille Tshisekedi ont voulu maligancer pour que Ebimake, la famille Tshisekedi a pillé et a acheté des immeubles comme Koteka pour Nabakima. Or, c'est faux et archi faux. Cet immeuble-là appartenait à Camille. Camille ezali entreprise munene esalaka ba makambo douane ya ba mine biloko ebele ezalaki immeuble na bango et maintenant ils l'ont vendu. Pourquoi vous cherchez toujours à salir les images des gens en racontant des mensonges? Vous gagnez quoi après? Bon le banane, vous gagnez kanini après? Mutumo bofandi noko banoko raisonner na salir yena lo bamabe souye pour gagner quoi? Alors, c'est l'information que je vous donne aujourd'hui. L'immeuble là qu'on a vendu à l'État congolais n'appartient pas à la famille Tshisekedi, mais ils ont appartenir à l'entreprise Camille Oyo et Tekelisco l'État. De l'État à Sombiango pour mettre ses bureaux et faire ses histoires. Arrêtons de salir les images déjà inutilement. Comme on l'a toujours dit, chasser du naturel revient au galop. Ensuite, cette image, il y a immeuble Wana et puis on se retrouve pour continuer cette émission. Nous avons constaté et nous l'avons toujours dit qu'on est en train de citer certaines personnes méchamment, à tort, parce que ce bâtiment est bel et bien un bâtiment du cadastre minier, c'est un bâtiment congolais, c'est un bâtiment de l'établissement public qui venait d'acheter. Et tant qu'administrateur secrétaire exécutif de la NEP, je peux vous assurer que M. Roger Tshisekedi n'a jamais intervenu dans une quelconque activité d'une entreprise ou d'un établissement public, n'étant ni membre du conseil d'administration, ni membre de la direction générale, ni même autorité de tutelle ou ministre d'un quelconque ministère de tutelle. C'est un sujet qui est d'actualité, qu'on effleure un tout petit peu le dossier relatif à l'acquisition du nouveau bâtiment. C'est dans ce cadre que le directeur général a souhaité que nous puissions visiter ce que Camille venait d'acquérir, un bâtiment de plus ou moins 6400 mètres carrés et à un prix hors concurrence à 7 millions, près de 7 680 000 $, ce qui équivaudrait à une moyenne de 1500 $ le mètre carré. C'est vraiment en dessous du standard. Le standard à la Gombe qui est entre 2500 et 3000. Vous comprendrez que c'est une très très bonne opération que venait de faire Camille pour offrir un cadre adéquat à ses travailleurs. Nous disons à tous les détracteurs de Camille que le Camille est en train de travailler parce que c'est un service public de l'État. C'est pour cette raison que la délégation syndicale est en train de dire à nos détracteurs qui sont toujours dans la presse pour vilipender les Camille, nous leur disons de nous laisser calmer parce que tout a été fait en bonne et due forme. Voilà. Le chers compatriotes, tous à l'esprit, il y a ma recherche. Alors, je vais revenir sur ce que je disais. Le dialogue, moi, je pense qu'il n'y aura même pas de dialogue. À cet instant, je vous parle. Puisque tous les opposants à perte de vitesse, surtout ceux qui n'étaient pas élus, commencé un dialogue inclusif. Dialogue inclusif au besoin de l'opposition, société civile, ce n'est pas seulement pour la paix au Congo, non, c'est pour leur propre positionnement. Et il y en a qui bien impossible et ils savent que si en 2028 il y a élection sans dialogue et que va se retrouver, comment ils vont battre les campagnes?
Le dialogue qu'on organise là, c'est pour leur propre bien. Et yango un monde à la population. Mais la population, il faut que tu sois capable de à un certain moment te dire, tu es beau dialogue, mon temps de diriger à Kedetine, à faire mandat, à organiser des élections. Dialogue wana et aider la population na nini. Quels sont les mythes dans les cas de la wana? Ben, avec quoi c'est que basunga biso na nini? En réalité, en rien. Et on veut seulement embrayer la population. Dialogue. Et ben, arrêtons avec cette histoire, s'il vous plaît. Arrêtons avec cette histoire. Il est temps que le Congo puisse se reconstruire autrement. Pas par des dialogues. Puisque ces dialogues-là, et comment le roi la place, moi, beaucoup de gens qui ne se sanctifier. Les gens qui ont commis le meurtre, la partie Est, qui ont tué la population, bah, il y a pas de dialogue. Ils vont demander, bah, sanctifier, bango, pas de poursuite. Et les gens qui seront là-bas, la carte de l'Oguana, bandimi, Totika, c'est entre nous, il y a eu des incompréhensions. Qu'est-ce que la population gagne? Est-ce que nous pensons aux familles là, oh, babungisi bandeko na bango, babungisi babien na bango? Ou bien vous, politiciens, vous pensez qu'il y a un intérêt na bino? Qu'est-ce que le dialogue va résoudre le problème de l'embouteillage? Il y a un dialogue où ils étaient na Kinshasa. Qu'est-ce qui nous prouve que le futur ministre or Koya, il y a ITPR, à Kobongisi la biso banzela, à Kosala biso te bafantu, ou à Zosa biso, ah, bonge bimi, te zomo la paix banzela en côté. Dites-nous la vérité. La population aujourd'hui est abandonnée. Au comptage où est la primature, au comptage où est la boue. Où est l'intérêt du peuple dans ce que vous êtes en train de faire? Chers Congolais, il est grand temps que Bissomoko population totale. Laissons Félix Tshisekedi faire son travail. Laissons Félix Tshisekedi aller jusqu'au bout de sa mission de la paix dans la partie Est, de modifier la constitution, de remettre d'abord le pays Nara et on va passer autre chose après. Quand les gens cherchent, oh non, non, arrêtons. Le Congo est un et indivisible. Aujourd'hui, nous avons besoin que la paix revienne dans notre pays et surtout, Tolingi et Salé Malandenga Malamu. Nous avons vu cet accord de Doha, salué par l'opposition, la majorité, la société civile. Mais moi, je vous dis que cet accord de Doha, ils ont chiffon. L'accord de Doha, ils ont chiffon, ils ont la main de balatisi ba Congolais na misu. Cet accord va nous amener nulle part et il n'y aura pas la paix. Moi, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Nous avons réalisé un élément. Vous allez suivre ici, Oyo, l'accord Wana de paix, sous Paul Kagame. Aujourd'hui, Paul Kagame n'a pas gagné cette guerre à Doha. Mais je vous dis que cette guerre de Doha-là, nous non plus, nous ne l'avons pas gagnée. La guerre de Doha, les Américains nous ont juste endormis. Dans Doha, les Américains nous ont endormis. Lueur d'espoir aux populations avec beaucoup de vigilance. Sinon, la population est belée, AVC, ils seront dessus. Puisqu'il y a eu des accords signés, les Américains vont continuer à exploiter les minéraux, mais la population qu'on laisse continuera à souffrir. Et après, tu as tout dans la question, l'accord ne servira comme on a dit. Tout ça là, tout ça corrompt. Et je vous appelle à la vigilance. À une forte vigilance même. Cet accord, ce n'est pas pour le bonheur du peuple. Cet accord est venu nous détruire, je vous l'ai dit. Je vous laisse suivre cette vidéo. Il y a Paul Kagame et puis Tosongi pour clôturer cette émission. Doha, le tombeau des rêves de Kagame de balkaniser l'Est de la RDC. Doha restera à jamais gravé dans la mémoire de Paul Kagame, non pas comme un succès diplomatique, mais comme la ville où son plan machiavélique de balkaniser l'Est de la République démocratique du Congo s'est effondré. Ce tournant géopolitique historique marque la fin de l'impunité pour le M23 et ses parrains rwandais. Dans cette analyse approfondie, nous explorons les dessous des négociations, les exigences strictes imposées par les États-Unis, et la posture inflexible du président Tshisekedi, déterminé à défendre la souveraineté du Congo jusqu'au dernier souffle. Doha, un nom qui entra longtemps les nuits de Paul Kagame.
alors que le chef de la junte rwandaise croyait encore pouvoir manipuler la communauté internationale avec ses habituels récits autour du FDLR et des minorités prétendument persécutées, c'est dans la capitale du Qatar que ces illusions ont été réduites en miettes. Doha n'a pas seulement sonné le glas du projet de balkanisation de l'Est de la RDC. Elle a exposé, au grand jour, la supercherie qui entoure le régime de Kigali et ses tentatives répétées de déstabilisation du Congo sous couvert de paix et de sécurité régionale. Les négociations de Doha ont été tout sauf conventionnelles. Elles ont été fermes, stratégiques et historiques. Les États-Unis, désormais pleinement conscients des manœuvres destructrices du Rwanda, ont pris les devants. Dans un geste diplomatique rappelant les célèbres accords de Camp David de 1978 entre Israël et l'Égypte, Washington a exigé de l'Émirat du Qatar une mesure sans précédent. Empêcher toute délégation, congolaise, rwandaise ou du M23, de quitter Doha avant la signature de l'accord final. Le message était clair. Aucune échappatoire, aucune diversion, aucune ruse ne serait tolérée. Le processus devait aboutir, et il a abouti. L'accord préliminaire présenté à toutes les parties pose des conditions sans ambiguïté. Primo, le désengagement total et sans délai du RDF, Rwanda Defense Force, et du groupe terroriste M23 AFC du territoire congolais. Kagame, qui a longtemps prétendu que le Rwanda n'était pas impliqué militairement en RDC, se retrouve acculé, car cet accord, avec ses termes explicites, reconnaît de facto la présence militaire illégale du Rwanda en RDC. Une reconnaissance implicite mais cinglante de l'agression. Secondo, le mythe du FDLR, outil de propagande favori de Kigali depuis plus d'une décennie, a été balayé. Les négociateurs américains, après avoir reçu des rapports de renseignements clairs, ont désormais classé le FDLR comme une menace insignifiante, résiduelle, composée de moins de 1500 individus vieillissants, souvent accompagnés de leurs familles. Depuis 2012, aucun acte offensif de leur part n'a été relevé contre le Rwanda. Cette clarification tue dans l'œuf la principale justification invoquée par Kigali pour ses incursions militaires répétées sur le sol congolais. Le FDLR n'est plus un prétexte recevable. Tertio, l'exigence radicale de dissolution immédiate du M23AFC. Il ne s'agit pas simplement de leur demander de déposer les armes. Il est ici question d'anéantir leur existence politique et militaire. Aucune conversion du M23 en parti politique ne sera tolérée. C'est une gifle monumentale pour Corneille Nangaa, Willy Ngoma, Sultani Makenga, Bertrand Bisimwa, Yannick Chibola et tous les autres chefs de ce mouvement criminel qui espéraient obtenir une légitimité politique sur les cendres du chaos. Mais l'élément le plus décisif réside dans le rejet catégorique de toute forme de mixage ou de brassage dans les institutions congolaises. Le président Félix-Antoine Tshisekedi avait, dès le départ, posé cette ligne rouge. Aucun criminel du M23 n'intégrera les FARDC ou la police nationale congolaise par la porte dérobée. Cette politique de fermeté, longtemps absente sous les précédents régimes, consacre une ère de rupture totale avec les compromissions du passé. Le Congo nouveau refuse désormais de récompenser la violence par des postes à responsabilité. L'accord de Doha stipule clairement que toute intégration au sein des forces de sécurité congolaises, si elle devait exister, sera rigoureuse, individualisée, conditionnelle et soumise à des critères stricts. Examen de casier judiciaire, aptitude physique, loyauté envers la République et surtout absence de crimes de guerre ou de violations graves du droit international humanitaire. Ce protocole exclut automatiquement les principaux dirigeants du M23/AFC, tous sous sanctions internationales, États-Unis, Union européenne, Conseil de sécurité de l'ONU. Massad Boulos, l'émissaire américain et responsable des affaires africaines à la Maison-Blanche, a martelé ce point avec une clarté glaciale. Même si la RDC acceptait, contre tout bon sens, d'intégrer les dirigeants du M23, cela ne leur servirait à rien. Ils sont frappés de sanctions qui rendent toute promotion ou reconnaissance inopérante.
Autrement dit, les criminels de guerre ne trouveront aucun refuge, ni à Kinshasa, ni à New York, ni à Bruxelles. Le monde les observe. L'impunité est morte à Doha. Ce tournant géopolitique majeur s'inscrit dans une dynamique plus large. Depuis son arrivée au pouvoir, Félix Tshisekedi mène un combat titanesque pour restaurer l'autorité de l'État congolais, sécuriser l'Est du pays et réinscrire la RDC dans le concert des grandes nations respectées. La signature de la Déclaration des principes à Washington et sa consolidation à Doha marquent l'aboutissement de cette vision. Ces textes scellent une vérité diplomatique. La souveraineté de la RDC n'est pas négociable. L'accord interdit également toute forme de dialogue politique avec les terroristes du M23. Fini les tables rondes hypocrites où les assassins se présentent comme des interlocuteurs valables. Le Congo ne négociera plus jamais sa sécurité. Le seul cadre envisageable est la reddition, suivie de justice. Ce refus de récompenser la rébellion marque la fin de la doctrine Kabila qui, pendant des années, a toléré voire encouragé l'infiltration du M23 dans les forces de défense nationale. Le bilan désastreux de cette époque, massacres, pillages, infiltration, trahison, est encore vivant dans la mémoire collective. Tshisekedi, soutenu par les patriotes, Wazalendo et un peuple en quête de dignité, a choisi une autre voie, celle de l'honneur et de la souveraineté. L'accord de Doha est également une victoire de la diplomatie américaine réformée sous Donald Trump. Contrairement à l'époque des Clinton et d'Obama, où Kagame jouissait d'une impunité quasi divine, l'administration Trump a choisi d'appeler les choses par leur nom. M23 est une organisation terroriste. Le Rwanda de Kagame est un État agresseur. Et si besoin est, des sanctions ciblées et une désignation formelle de Kigali comme État sponsor du terrorisme international sont désormais sur la table. Les conséquences sont lourdes. Si le M23 refuse de se dissoudre, les États-Unis se réservent le droit d'appliquer tous les moyens à leur disposition pour faire respecter les accords de Washington et de Doha. Cela inclut une pression diplomatique accrue, des mesures économiques sévères, des actions judiciaires internationales et, pourquoi pas, une assistance militaire renforcée à la RDC. Kagame sait désormais que l'impunité est terminée. Doha, dans ce contexte, devient le symbole de la fin d'un cycle infernal, un cycle de violence, d'agression, de pillage orchestré depuis Kigali. Ce cycle s'achève là, dans les salons feutrés du Qatar, sous la pression d'une Amérique redevenue lucide et d'un Congo debout. La mémoire collective retiendra que c'est dans cette ville, loin des collines du Kivu et des tours de Kigali, que le sort du M23 a été scellé. Kagame, qui rêvait d'un mini-État à Goma, d'une enclave Tutsi contrôlée par ses généraux, voit son rêve s'effondrer comme un château de cartes. La RDC, forte de ses alliances nouvelles, de ses fils patriotes et de la détermination de Tshisekedi, s'est imposée dans le silence diplomatique de Doha. Et ce n'est que le début. Le message envoyé aux autres groupes armés, aux traîtres, aux manipulateurs internes, est clair. Aucune rébellion ne mènera à un poste. Aucun pacte avec le diable ne sauvera les ennemis de la République. Le seul avenir pour ceux qui prennent les armes contre la nation, c'est la reddition, la justice ou la fuite. Kagame, quant à lui, devra désormais vivre avec ce fardeau. Doha, ce n'est pas un simple échec, c'est un signal historique. C'est le lieu où le monde a dit non à sa duplicité, non à son chantage, non à sa guerre par procuration. Doha est la preuve que l'histoire ne favorise pas toujours les plus bruyants, mais ceux qui défendent la vérité, la paix et la souveraineté. Et cette vérité-là, le peuple congolais, sous la conduite de son président, la défendra jusqu'au bout. L'accord de Doha ne doit pas être vu uniquement comme un point final à une guerre asymétrique menée contre la RDC depuis Kigali. Il constitue en réalité un tournant pour l'Afrique centrale tout entière. La fin de l'impunité de Kagame envoie un message fort à d'autres puissances régionales qui, jusqu'ici, croyaient pouvoir manipuler les équilibres géopolitiques au mépris des règles de la souveraineté et du droit international. Ce moment marque aussi la montée en puissance d'une RDC nouvelle, émancipée du joug des compromissions du passé, libérée de l'ombre de Joseph Kabila et déterminée à affirmer sa dignité sur tous les fronts, militaires, diplomatiques et symboliques.
En refusant l'intégration des criminels du M23, Kinshasa affirme que l'État congolais ne se construit plus sur les bases fragiles de l'amnésie collective, mais sur la vérité, la mémoire et la justice. Mais Kagame, homme rusé, ne s'avouera pas vaincu sans contre-attaque. Déjà, ses services s'activent dans l'ombre, usant de la désinformation, des agents infiltrés et de l'argument ethnique pour tenter de fracturer l'unité nationale congolaise. Il n'est pas à exclure qu'il tente de relancer des campagnes diplomatiques en Afrique de l'Est, auprès de ses derniers alliés comme Museveni, ou même de manœuvrer auprès de certains leaders africains naïfs ou corrompus pour délégitimer l'accord de Doha. Toutefois, le contexte a changé. Le soutien populaire en RDC autour de la vision de Tshisekedi n'a jamais été aussi fort. Les Wazalendo, ces patriotes de l'ombre issus de toutes les couches sociales, incarne cette RDC qui ne se résigne plus, qui se bat dans les montagnes du Nord Kivu et du Sud Kivu avec le feu de la dignité. Ces hommes et femmes ne sont pas des mercenaires, encore moins des supplétifs. Ils sont l'âme d'un Congo qui renaît. Les Nations Unies, jadis hésitantes, ne peuvent plus fermer les yeux. Le rapport d'experts de l'ONU qui a récemment confirmé l'implication du Rwanda dans les violences du M23, les trafics de minerais et les violations massives des droits humains, corrobore désormais ce que Kinshasa et la société civile congolaise dénoncent depuis des années. Le monde commence enfin à écouter. Mais pour que cette victoire diplomatique devienne une victoire durable, la RDC doit se préparer à une nouvelle phase, celle de la reconquête totale de son territoire. Car un accord, aussi fort soit-il, n'a de poids que s'il est soutenu par des actions concrètes. Tshisekedi et son gouvernement devront désormais renforcer les FARDC en profondeur. Cela passe par la poursuite des purges dans les rangs des officiers corrompus ou infiltrés, l'augmentation des capacités logistiques, l'amélioration des soldes, l'encadrement moral et patriotique des troupes et la coopération stratégique avec les puissances alliées comme les États-Unis, l'Afrique du Sud ou encore le Burundi. En outre, Kinshasa doit aussi prendre très au sérieux la guerre de l'information. Kagame dispose d'un réseau de communicants et d'influenceurs à l'international, souvent financés par des ONG de façade, des lobbyistes occidentaux ou même des plateformes numériques pilotées depuis Kigali. Ces relais continueront de présenter la RDC comme un État failli, incapable de se gouverner, et décriront toute victoire militaire congolaise comme un génocide ou une persécution ethnique. Il est crucial de renforcer la diplomatie médiatique congolaise en investissant dans des médias panafricains crédibles, en soutenant les journalistes indépendants et en communiquant efficacement sur les avancées de l'État. La diaspora congolaise a un rôle clé à jouer. Présente dans tous les grands pays du monde, elle est une force vive de diplomatie citoyenne. Ce sont les Congolais vivant à Paris, à Washington, à Bruxelles ou à Londres, qui peuvent influencer l'opinion publique locale, organiser des mobilisations, interpeller les parlementaires et briser les narratifs pro-Kagame qui ont trop longtemps dominé. Mais Doha ne signifie pas seulement la fin d'un rêve pour Kagame. C'est aussi une rupture dans l'histoire de la région des Grands Lacs. Pour la première fois, une médiation internationale ne cautionne plus la stratégie du fait accompli. Pour la première fois, un président congolais parvient à imposer non seulement son refus du mixage, mais une véritable réécriture des termes du jeu régional. Tshisekedi a imposé à Doha ce que ni Mobutu, ni Laurent-Désiré Kabila, ni même Joseph Kabila n'avaient réussi, le respect de la dignité congolaise comme condition sine qua non de toute paix. Les voix critiques, y compris à Kigali, commencent à s'élever. Des dissidents rwandais, d'anciens officiers, des intellectuels Hutus et Tutsis exilés dénoncent la fuite en avant d'un homme qui a accaparé tous les leviers du pouvoir depuis 30 ans et qui conduit son pays vers un isolement croissant. Kagame ne peut pas éternellement ignorer les souffrances économiques de sa population, les tensions internes au sein du FPR, ni les demandes légitimes d'alternance. Le vent tourne. Et ce vent, né à Doha, pourrait bien emporter avec lui toute une architecture fondée sur la peur, la manipulation et l'oppression. Car désormais, Kagame ne peut plus se cacher. Les Américains savent, l'ONU sait, les Congolais savent, et surtout le peuple rwandais sait. Il est temps que les élites africaines comprennent aussi que Doha marque le crépuscule d'une ère où la violence donnait accès au pouvoir,
une ère où des groupes armés pouvaient se transformer en partis politiques à Kinshasa. Une ère où les parrains de la terreur pouvaient siéger dans les sommets internationaux et prêcher la stabilité en exportant l'instabilité. La leçon de Doha, c'est aussi une leçon de justice. Elle rappelle que les peuples finissent toujours par se lever, que les crimes ne restent jamais impunis, et que la vérité, même étouffée pendant des années, finit par éclater au grand jour. Kagame pensait que Doha serait un nouveau Nairobi ou Luanda, un autre sommet où il imposerait ses conditions. Mais il s'est heurté à une volonté nouvelle, incarnée par un président congolais décidé à ne plus céder un seul centimètre de souveraineté, ni à Kigali, ni à personne. C'est ce que l'histoire retiendra. Et dans cette histoire, Doha sera inscrite comme le lieu où un petit pays tenta de dominer un géant blessé, mais que ce géant se releva, retrouva sa voix, sa force, et dit « Plus jamais ça ». Voilà. Moi, je n'ai pas confiance à Kagame, je n'ai pas confiance aux Américains et je n'ai même pas confiance aux accords signés. Là, je vous le dis. Si nous voulons vaincre cette guerre, lançons-nous seulement Tokota guerre. Faisons la guerre au M23, imposons l'autorité de l'État. Je pense que même bloc nous se les mater. Paul Kagame, j'alerte, se prépare déjà pour l'offensive. Et si Biso Congo Tolali, na bato bokangi kangi ba généraux ebele, je vous dis que tu es surpris. J'appelle le chef de l'État, le gouvernement, Batunio Sobozala en alerte, puisque Paul Kagame prépare l'offensive. Paul Kagame sait qu'il est le plus grand perdant. Il va tout mettre en œuvre pour que Ameka survive. Mais ce que quitter, il est grand temps de l'éliminer physiquement. Je vais parler un peu de Lubumbashi en quelques secondes. J'appelle la population louchoise, Bandukwetu. Toi, tu es Fujo. Toi, tu es Bajima. Tu travailles, Dieu est Imani. Mambo Fujo Aina Mozuri. Nous avons vu Joyce Tunda qui était là comme maire, suspendu. Aujourd'hui, il y a Christian qui joue ce rôle-là. Mais Joyce Tunda a été réhabilité, je ne sais pas si c'est quel tribunal. Et aujourd'hui, ça crée un grand désordre à Lubumbashi où on chante même Joyce Tunda Ashina Katange, Arudi et Kwabo. Ça crée déjà une désolation et ça crée déjà une frustration au sein de l'opinion. Or, la population est appelée à cohabiter et à vivre ensemble. Nous voulons que le ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, que toutes les autorités s'imprègnent de ce dossier et que la paix revienne dans la mairie à Lubumbashi. Puisque cette histoire peut créer encore beaucoup de choses. Alors, à la population, ne vous laissez pas manipuler par ces politiciens à perte de vitesse qui veulent créer la zizanie, l'incompréhension. Restons entre nous. Tous à l'esprit et division, s'il vous plaît. C'est la fin de cette émission. Un grand merci à vous tous que vous avez suivi. 081 244 83 09. Restez branchés sur votre chaîne Congo Live. À très bientôt.